Bonjour Kimi Seba. Bonjour. Bienvenue dans le média Aloha News. On se revoit quelques mois après notre dernière rencontre. Aux dernières nouvelles, on t'a retiré ta nationalité française. Les autorités nigériennes par la suite t'ont octroyé un passeport diplomatique. Dans ce cadre-là, tu es venu faire une petite tournée ici en Europe, que ce soit en Espagne, en Belgique et en France. Et tu as été arrêté le 14 octobre en France par les autorités françaises. Est-ce que tu peux me raconter ces moments-là? Alors tout d'abord, je pense qu'il est important de préciser que c'était une tournée globale, internationale, d'accord, qui nous a amenés dans différents endroits en Afrique de l'Ouest, qui ensuite m'ont amené côté de la Turquie. On a rencontré des autorités et on a accordé des entretiens auprès des médias d'État turcs. Et ensuite, après cela, on est parti en Espagne, où on a été reçu par des membres de la mouvance de Podemos. Et on a accordé des interviews aux médias de cette même mouvance. Et après cela, on est parti en Belgique rencontrer des membres aussi de la société civile africaine diasporique. Et entre-temps, avant de repartir en Espagne où j'avais d'autres rencontres, il était important que je rende visite à un membre de ma famille qui est très malade, qui a besoin de moi et qui nécessitait donc ma présence. Je sais qu'en Occident, le rapport des aînés aux cadets, c'est pas un rapport qui est sacré. On a tendance à mettre les aînés, les parents, dès qu'ils sont un petit peu malades, qui sont dans de grosses difficultés, à les mettre de côté. Moi, je suis un Africain. Et je suis dans une dynamique, justement, du retour à soi et de la connaissance de soi et de la connaissance des siens et du respect du sacré. Et les parents, c'est quelque chose de sacré. Donc, à partir du moment où ma présence était nécessaire, même si ce n'était pas ma première passion que d'aller dans cette zone, j'y suis allé et je n'ai profité pour, justement, coupler les différentes dynamiques et démarches que je devais effectuer, puisqu'on devait rencontrer des membres de l'opposition qui voulaient me voir depuis un certain nombre de temps. Et donc, j'en ai rencontré séparément et pour des rencontres qui étaient constructives. Et un jour avant ce qui était censé être mon départ, la police, les services secrets, les membres de la DGSI, nous ont sauté dessus, moi et mon collaborateur. On était partis se restaurer avant de rejoindre chacun nos proches, d'accord. Et ils nous sont tombés dessus à 40 dans les rues de Paris, 40 surarmés. Une arrestation violente qui me fait sourire dans le sens où s'ils n'avaient pas la cagoule et si c'était en un contre un, comme je l'ai dit à l'un des policiers, ils n'auraient pas pu lever la main sur nous, ils le savent. Et je me suis retrouvé d'ailleurs à dire que à un des policiers qui faisait trop le fou, toi sans ta cagoule et en tête à tête, ça n'aura pas été la même démarche. Et ils le savent. Mais c'est les réflexes négrophobes d'un système vicié, vérolé, corrompu, d'accord, qui agit dans une dynamique néocoloniale et qui voit le noir rebelle ou la noire rebelle comme du gibier. Et donc, ils nous ont arrêtés, arrestation brutale, rien de nouveau pour un homme noir au XXIe siècle. Hein, je veux dire, depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, les brutalités policières, c'est quelque chose que l'on vit dans notre chair et qu'on a fini par, non pas banaliser, on ne geint pas, on ne pleure pas, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Et donc, au moment où ils me jettent dans la voiture, il y a un des policiers, un des jeunes policiers, membres de la DGSI, qui me dit, alors comme ça, Monsieur Seba veut être président du Bénin. Qu'est-ce qu'il a de mieux, Monsieur Seba, que président Patrice Talon? Il est très bien, Patrice Talon. Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire de mieux que lui? Et je lui ai dit, en quoi un membre de la DGSI se préoccupe de l'avenir politique du Bénin? Et pourquoi un membre de la DGSI va dans une démarche de défendre autant le président Patrice Talon? Est-ce l'un des vôtres pour que vous le défendiez avec autant d'ardeur et que vous inquiétiez autant de mes projets politiques pour le Bénin et pour le peuple noir dans la globalité? C'était une question qui méritait, à mon sens, de réflexion. Je lui ai posé. Après, je lui ai posé. Il a pas continué. Je pense qu'il y avait un de ses supérieurs hiérarchiques qui lui a fait un signe en disant arrête de trop parler. Mais pour moi, il en avait déjà assez dit. Ce qui, dès le départ, plantait le décor. C'est-à-dire que la logique était clairement liée à nos projets politiques au Bénin, aux objectifs qui sont les nôtres, parce qu'ils ont très bien compris qu'en réalité, notre combat est un combat internationaliste noir, géopolitique. On est dans une dynamique du monde multipolaire, donc ça, c'est une dynamique transraciale qui dépasse le cadre des identités et des peuples, d'accord, mais qui va dans le cadre, justement, d'un équilibre global face à l'unipolarité qui est en train d'asphyxier le reste de l'humanité. Mais parallèlement à cette réalité, il y a une démarche identitaire noire affirmée. Je suis un homme noir au XXIe siècle. Je me bats pour mes semblables. Je me bats pour mon peuple, que ce soit en Afrique, que ce soit dans sa diaspora, que ce soit dans les territoires d'outre-mer, que ce soit en Occident, que ce soit en Amérique, que ce soit en Océanie, Kanaki, Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, d'accord, que ce soit dans les Amériques, en Amérique du Sud,
Notamment, j'ai une pensée pour notre peuple du côté de Quito, grand ghetto noir de Colombie, où notre peuple est asphyxié là aussi. Partout où notre peuple est installé, nous sommes. Et il est évident que nous relions cette réalité globale noire au foyer de cette résistance qui est celle que nous constituons, qui est le Bénin, que nous sommes dans une dynamique de vouloir libérer, pour en faire la nouvelle interface de la révolution noire mondiale. C'est l'objectif qui est la nôtre, de la révolution panafricaniste globale, c'est la dynamique qui est la nôtre, et nous l'assumons complètement. Donc ils nous ont arrêtés, moi et mon collaborateur Eric Djouti, coordinateur international de l'ONG Urgence panafricaniste, que les autorités considèrent, alors qu'on n'est pas armé, mais considèrent comme le mouvement noir aujourd'hui le plus dangereux d'après les dires des membres de la DGSI, ce qui me fait sourire. Bon, je sais qu'on n'a pas d'armes ni quoi que ce soit. Et donc on a été jeté au trou, au sous-sol -4 de la DGSI, et on a été gardé à vue environ 72 heures. L'objectif très clair des services de renseignement, c'était de nous mettre au trou pour un bon bout de temps. L'un des policiers d'ailleurs s'est laissé aller à un propos disant que vous risquez pas de revoir la lumière avant un bout de temps, monsieur Seba. Et je lui ai dit, rira bien qui rira le dernier, vous avez vos plans, Dieu a les siens. On verra qui est le meilleur des planificateurs, même si j'avais une certitude que ça irait dans une direction qui serait en adéquation avec l'avancement de notre projet. Il est important pour avancer sur cette réflexion que je précise une chose, parce que il y a eu des errements de certaines personnes qui découvrent le combat politique au XXIe siècle, ou qui découvrent le combat politique en 2024, et qui se disent « Ah, Kémy, il a fait preuve de naïveté, il est venu en France, il savait pas les risques ». On mène ce combat depuis 25 ans. Si l'activisme politique était une discipline universitaire, je serais professeur, ou un titre au-dessus. D'accord ? On a commencé ce combat en 1999, à une époque où ça n'intéressait quasiment personne. Et on a gravi les échelons d'une audience groupusculaire jusqu'à une audience où on est aujourd'hui suivi par des millions de gens, et on est dans la sphère panafricaniste les plus suivis du monde francophone de très loin, et peut-être, de manière cumulée, du monde noir global. C'est une question qui pourrait être largement posée. Et d'ailleurs, la DGSI dit qu'on est les figures centrales du panafricanisme anti-occidental, comme il le qualifie. Moi, je suis pas anti-occidental, je suis anti-oligarchie, l'Occident. C'est très important qu'on le dise. J'ai rien contre le prolétariat occidental de manière générale. C'est absolument pas mon adversaire ou mon problème, tant qu'ils sont pas dans une dynamique d'être dans la logique de la négrophobie. Nous, quand nous décidons de venir rapidement à Paris voir nos proches, moi les miens, par rapport à mon aîné qui est malade, sur lequel j'ai déjà assez parlé, je ne vais pas encore m'étendre, on calcule les risques et on se dit, on sait très bien que les autorités françaises nous ont dans le viseur. Si on nous arrête, comment on planifie, comment on stratégise les choses? Tu t'y attendais un petit peu, quoi. On était préparé à cela et on se disait, parce qu'on est dans une dynamique qui est celle justement d'un combat, d'une guerre d'idées, d'une bataille culturelle dont parlait Gramsci. Toute action que le système néocolonial mène contre nous est une action qui servira en réalité à la propagation de nos idées et à l'accentuation, à la consolidation de notre agenda. C'était quelque chose d'extrêmement clair. On est dans une dynamique de George Foreman contre Mohamed Ali. Nous, on est Mohamed Ali. Foreman donne tous les coups possibles. Il donne. Et à un moment donné, à force de s'épuiser, la réaction qui est la nôtre est une réaction qui les fait tomber. Ils ont déployé des moyens que, je veux dire, même sous Mesrine, je pense qu'il n'y avait pas autant de policiers, des services secrets qui étaient mobilisés pour ça. C'était n'importe quoi ce qui s'est passé. Devant tout le monde, dans les rues de Paris, tout le monde l'a vu. Et ils pensaient véritablement mettre fin à notre réalité. Parce que c'était en réalité une initiative du nouveau ministre de l'Intérieur, d'accord, Bruno Retailleau, qui voulait gonfler les muscles en se disant on va mettre fin à l'existence politique du chef de file du panafricanisme contemporain, on va le mettre à l'ombre. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu une chose, c'est que nos partisans, ils le savent, puisqu'ils le disent dans les notes et dans ce que nous on a lu par rapport aux questions qu'ils nous posaient. Ils sont dans une dynamique de concéder que notre audience est monstrueuse, mais ils ne savaient pas que cette audience allait autant se mobiliser. Je pense qu'ils avaient prévu, en coordination avec les services de la France-Afrique de manière générale, en Côte d'Ivoire, qui est la centrale de la France-Afrique communicationnelle aujourd'hui, et au Bénin, où malheureusement mon pays est pris en otage par un gouvernement, un régime complètement pro-France-africain, qui est une honte pour notre peuple, mais il disparaîtra tôt ou tard, parce qu'aucun régime n'est éternel. Et donc ce sont ces cellules de communication qui ont envahi l'espace numérique lors des premières heures de mon arrestation, parce qu'elles étaient au courant de ce qui allait se passer, et qui ont essayé de tourner en dérision l'arrestation, en disant mais qu'est-ce que Kémy Seba fait à Paris, lui qui est anti-français? J'ai jamais été anti-français, d'accord, c'est pas mon message. Je me bats contre l'oligarchie néolibérale qui a pris en otage la France, c'est pas la même chose. Notre ONG Urgence panafricaniste a mené des actions en collaboration et en fraternité humaine
avec les Gilets jaunes constituants contre Bolloré, d'accord, jusqu'à preuve du contraire. Notre combat, comme le disait Thomas Sankara, c'est pas contre le prolétariat occidental, c'est contre l'oligarchie occidentale et l'oligarchie africaine corrompue. C'est la même chose pour nous. Ce sont deux facettes d'une même pièce. Et donc les nôtres qui n'étaient pas au courant, parce que c'était une visite qui n'était pas annoncée dans le cadre de meetings ou autre, ont reçu l'information par le biais des réseaux de communication france-africains qui tournaient en dérision justement la communication au sujet de notre arrestation. Et ce n'est que quand notre ONG Urgence panafricaniste a communiqué, parce que notre organisation est comme une structure qui est enracinée dans la dynamique de la résistance et de la réaction d'urgence, comme son nom l'indique. Et donc, lorsqu'elle a réagi et elle a posé les éléments de langage et elle a contextualisé les raisons de notre venue, là, qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace informationnel de manière spectaculaire? Nos partisans ont commencé de manière intense à réagir, d'accord, sur les réseaux sociaux, en faisant des vidéos, en intervenant, et certains d'entre eux, je ne le revendique pas, mais ont commencé à dire aux autorités françaises que c'était dans leur intérêt que Kémy Séba et son collaborateur Eric Djouti soient libérés. Parce que si Kémy Séba est non violent et que son organisation est non violente, tous ses partisans en Afrique ne le sont pas forcément. Donc il faut faire attention à ne pas attaquer ceux qui sont dans une dynamique de discipline, parce que si vous les attaquez eux, d'autres seront beaucoup moins disciplinés. Et je pense que cet ensemble de réactions en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, en Europe, en France, de nos partisans, d'accord, dans les Amériques, de manière générale, cela a entraîné que du côté du ministère des Affaires étrangères, qui eux sont sans doute beaucoup plus alertes de la force de réactivité de nos militants et de notre base militante dans le monde, au-delà même de la question des réseaux sociaux, parce que il y a les réseaux sociaux où on a une audience massive, et puis il y a maintenant le terrain où il y a des gens qui ne s'expriment même pas sur les réseaux sociaux, mais qui s'exprimeraient d'une autre manière si le système néocolonial essayait de nous faire du mal.